Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Saleh Kebzabo est le nouveau Premier ministre du Tchad. L'opposant historique au défunt président Idriss Déby Itno a été nommé chef du gouvernement de transition par décret présidentiel. Alors, nomination surprenante ou prévisible, élément de réponse dans cette édition. Les jeunes entreprises béninoises, dont la croissance est contrainte par un manque de financement traditionnel, peuvent compter sur un nouveau soutien. Il s'agit du Fonds d'appui catalytique et de solidarité, né de la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et la profonde crise politique et économique que traverse le Soudan depuis plus de 3 ans provoque l'exode d'une partie de la jeunesse. Le coup d'État militaire de 2021 a mis un coup d'arrêt à la transition démocratique engagée depuis le soulèvement de 2019. Après avoir été chef de l'opposition pendant près de 20 ans, Saleh Kebzabo change son fusil d'épaule. L'opposant historique au défunt président tchadien Idriss Déby Itno forme désormais un tandem avec le fils Mahamat Idriss Déby. Saleh Kebzabo a été nommé Premier ministre ce mercredi 12 octobre. Première étape de la nouvelle période de transition prolongée de 2 ans est confiée à Mahamat Idriss Déby, investi à cet effet le 10 octobre. Écoutons l'annonce de la nomination de Saleh Kebzabo comme Premier ministre du Tchad. République du Tchad, Présidence de la République, décret numéro 0002 PT 2022 portant nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu l'ordonnance numéro 001 PT 2022 portant promulgation de la charte de transition révisée, décrète, article 1er, M. Saleh Kebzabo est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait en N'Djamena le 12 octobre 2022. Le général Mahamat Idriss Déby Itno. Cette nomination est surprenante pour certains, elle était prévisible pour d'autres. Le parti de Saleh Kebzabo, à savoir l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, avait déjà rallié le gouvernement nommé par la junte militaire il y a 18 mois. Écoutons l'analyse du politologue Ahmad Mahamat Hassan. C'était pressenti, M. Kebzabo, après avoir été opposant radical contre le maréchal Idriss Déby. Après la disparition du maréchal, il était le tout premier opposant à apporter toute sa caution politique pour légitimer le conseil militaire de transition dirigé par le fils du président Déby, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a soutenu le gouvernement de transition dirigé par Padaké Albert et qu'il a même déclaré qu'il fallait accompagner ce gouvernement de transition. Après d'avoir accepté de soutenir, il était dans tous les combats aux négociations du dialogue engagé pour légitimer le pouvoir en place. Il était à Doha, où il a permis l'aboutissement des accords, même si c'est un accord partiel permettant à certains politico-militaires de signer et de regagner la légalité. Il était de tous les fronts avec le ministre d'État à la réconciliation, Cheikh Noumar, pour l'organisation du dialogue national inclusif. Et pendant tout le dialogue, il était dans tous les fronts pour la composition des délégués et l'aboutissement aux résolutions qui ont l'une des plus importantes, c'est la charte de transition qui a permis à Mahamat Idriss Déby Itno de quitter la fonction de président du Conseil militaire de transition pour devenir président de la transition. Alors en ce moment, sa désignation n'est pas une surprise.
Le Gabon s'oriente-t-il vers une privatisation de la sécurité sociale? C'est en tout cas ce que réclame le patronat gabonais. Cette exigence a été formulée le 10 octobre dernier. En cause, la gestion décriée de la Caisse nationale de sécurité sociale que le patronat gabonais juge mauvaise en raison du retard des versements, des pensions et des allocations. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Et si la fin de l'administration provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale, prévue dans 8 mois, débouchait sur une reprise de la gestion de cet organisme de sécurité sociale par le secteur privé? C'est la question au cœur des débats au Gabon depuis le 10 octobre 2022, à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire devant statuer sur sa nouvelle feuille de route. Les entreprises désormais regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Gabon ont clairement exprimé cette volonté au Premier ministre, Rose Christian Osuka-Raponda. C'est nous qui payons. Nous pensons que nous devons gérer ces institutions-là et l'État doit rester dans le rôle de régulateur et de contrôleur de l'action. Tous nos collaborateurs qui s'en vont à la retraite posent problème. Nous, entreprises, sommes obligés de s'occuper d'eux lorsqu'ils sont à la retraite. Dans cette dynamique de restructuration, l'État devrait uniquement jouer son rôle de régulateur. La situation jugée catastrophique de la Caisse nationale de sécurité sociale ne laisse pas le secteur privé indifférent. Principaux contributeurs de l'organisme, les entreprises désormais regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Gabon semblent débordées par les scandales faisant état de la gabégie au sein de la CNSS et des nombreux cas de détournement privant les retraités de leur pension. De cette décision du patronat à reprendre la main. Ceci pour tordre le cou aux erreurs de casting qui se sont succédées à la tête de la CNSS, 10 directeurs généraux qui se sont succédés, mais toujours avec les mêmes problèmes. Depuis des années, l'Association nationale des retraités du Gabon dénonce la mauvaise gestion de la CNSS. Mathurin Mengue Biban, conseiller en communication, estime qu'une tête dirigeante venue du privé est la solution pour mettre fin à la mauvaise gestion actuelle. Cette annonce de la FEG a d'emblée suscité des réactions positives de la part des partenaires sociaux, en plus de la coalition des syndicats de la SNSS. C'est une initiative présentée comme un soutien aux jeunes entreprises béninoises innovantes. Le Fonds d'appui catalytique et de solidarité promeut le financement et le développement des petites et moyennes entreprises qui représentent 90% du secteur industriel béninois. Ce fonds bénéficie d'un capital de 1,1 milliard de francs CFA. Plus de détails avec Joël Ballot. Avec un capital de 1,1 milliard de francs CFA, le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, FACS, naît de la volonté de la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin de pallier aux difficultés financières des petites et moyennes entreprises qui représentent 90% du secteur industriel. Lancé au premier trimestre 2022, le FACS, comme l'indique le président de la Chambre de commerce de l'industrie, Arnold Akakpo, insiste sur la mobilisation de financement auprès des partenaires pour financer les jeunes entreprises innovantes. Dans l'entrepreneuriat, ce qui doit être la lettre motive ne doit pas être de l'argent pour nous. C'est beaucoup plus des idées. Et c'est pour ça que nous avions jugé bon de créer ce fonds le 4 mars passé, c'est récent, pour pouvoir aider le plus grand nombre des startups, des débutants, des gens qui ont des idées innovantes pour pouvoir développer leurs activités. Pour Arnold Akakpo, ces dons vont permettre de stimuler la croissance des PME, soutenir les jeunes entreprises dont la croissance est contrainte par un manque de financement traditionnel. Nous avons jugé bon d'apporter un soutien à ces jeunes qui ont des idées pour pouvoir transcrire leurs idées à des rêves. Pourquoi pas, pour que nous ayons d'ici 20 ans, 30 ans, beaucoup de capital industriel dans notre pays. Parce qu'elles fournissent environ les 4/5 de tous les emplois du secteur privé, les PME sont l'épine dorsale de l'économie du Bénin. C'est pourquoi, avec l'aide de ses partenaires, la vision stratégique de la CCI Bénin est d'amener les entreprises à repenser leur modèle opérationnel, bâtir une communauté d'affaires plus forte, plus résiliente et diversifiée. Le Soudan continue de faire face à une profonde crise politique et économique. Plus de 3 ans après la révolution qui a débuté avec une série de manifestations en décembre 2018, la jeunesse est vent debout, surtout depuis la prise de pouvoir par les militaires en octobre 2021. Inquiets pour leur avenir, beaucoup de jeunes ont fait le choix de partir. Un sujet de Zara Mohamed Moutiou.
Il dénonce l'incapacité du gouvernement militaire à gérer le pays. Et sans perspective à l'horizon, ces étudiants soudanais veulent partir. Quitter un pays sous haute tension est devenu nécessaire pour eux. Le pays a d'innombrables problèmes. Le calendrier des universités pose plusieurs problèmes. La fin des études prend désormais 6 à 7 ans au lieu de 4 à 5 ans avant, selon la filière. C'est l'un des problèmes, c'est pour cela que je ne veux pas continuer. Depuis le coup d'État d'octobre 2021 et l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, la crise économique s'est aggravée, accentuant la montée de la contestation populaire. Le pouvoir militaire est régulièrement accusé d'être à l'origine de cette crise. La situation est telle que l'an dernier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au moins 22 000 personnes originaires du Soudan ont fui leur pays. Certains passent par l'Égypte, c'est ce que prévoit de faire cet autre étudiant. Je ne vais pas rester en Égypte qui n'est qu'un point de passage. Nous y resterons 2 ou 3 mois pour récolter 1 000 ou 2 000 $ et nous nous dirigerons vers la frontière libyenne. Le Soudan est au bord d'un effondrement économique mais aussi sécuritaire. Le coup d'État de 2021 a mis un coup d'arrêt à la transition démocratique engagée depuis le soulèvement de 2019, provoquant notamment le départ de nombreux étudiants. La Libye est face à un désastre écologique. De nombreuses plages noyées sous les déchets sont désormais interdites à la baignade à cause d'une pollution alarmante. Cet enjeu environnemental est vite devenu une question de santé publique. C'est dans ce contexte qu'une campagne de nettoyage a été lancée à Homs, dans le nord-ouest du pays. Plus de détails avec Zahra Mohamed-Moutiou. Homs, une ville portuaire du nord-ouest de la Libye, est totalement désarmée en matière de gestion des déchets. Cela se traduit par des décharges pleines à craquer, où des matériaux toxiques, des équipements électroniques et chimiques se mélangent à d'autres ordures. Des organisations de la société civile pointent régulièrement la responsabilité des pouvoirs publics. Cet homme de 52 ans vient de lancer une campagne qui vise à débarrasser cette plage de ces déchets car leur présence est une véritable bombe à retardement pour la santé des populations et pour l'environnement. Bien que les déchets soient presque partout sur la plage, nous essayons de renforcer la culture de la préservation de l'environnement et de mettre fin à la pollution. Et dans cette partie du pays, cette portion du littoral libyen est la plus polluée du territoire. La campagne lancée par Ali Roukeibi, qui n'est pas la première, mobilise alors de nombreuses personnes qui viennent des 4 coins du pays, comme Souer Ikteiri, une habitante de la capitale. Nous sommes venus ici pour nettoyer et garder nos plages propres, à commencer par Homs. Nous allons nettoyer nos plages d'est en ouest afin de garder toutes les côtes de la Libye propres pour que les gens puissent en profiter. J'espère aussi que tous les visiteurs qui viendront ici vont nettoyer. Un appel au civisme, une nécessité. À l'heure où face aux montagnes d'ordures, de nombreuses plages sont interdites à la baignade du fait d'une pollution qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il s'agissait bien de la ville de Homs et non comme dit précédemment. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.